patrons de chez Believe qui sont au courant et qui vont tomber au pénal parce que ce qu'ils ont fait c'est totalement frauduleux. Ah ouais, on parle français là les gars. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent dans la mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. La petite vidéo actu du samedi. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la dernière partie sur le fabuleux reportage d'Off Investigation sur Jean-Marc Morandini. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi je m'occupe du reste. Depuis quelques jours, on a vu un Donald Trump assez tendu face aux questions sur Jeffrey Epstein. Eh bien, figurez-vous que Donald Trump a promulgué une loi qui oblige la justice américaine à déclassifier tous les dossiers de l'affaire Epstein. Tous les dossiers de l'affaire Epstein vont être diffusés au grand public. Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires accusé de trafic pédocriminel. Donald Trump a signé la loi qui oblige la justice américaine à déclassifier tous les documents le concernant. Dès 2024, une partie de ces dossiers avait déjà été rendue publique. Mardi 18 novembre, la Chambre des représentants a voté massivement en faveur du texte de loi. Le Sénat l'a ensuite adopté dans la foulée, sans débat ni amendement. Cette signature représente un véritable revirement pour Donald Trump. Jusque-là, il avait tout fait pour freiner la publication des dossiers. Finalement, 3 jours avant le scrutin, il s'y est dit favorable sur son réseau social. Les républicains de la Chambre devraient voter pour publier le dossier Epstein, parce que nous n'avons rien à cacher. Cette volte-face fait suite à plusieurs pertes de soutien dans le camp MAGA. Retour sur l'affaire. Avec sa complice Ghislaine Maxwell qui agissait comme rabatteuse, Jeffrey Epstein piégeait des mineurs dans ses résidences à New York et en Floride. Elles y subissaient des agressions sexuelles. Au moins 1000 victimes, des mineurs et des jeunes femmes sont concernées. En 2019, Jeffrey Epstein met fin à ses jours dans sa cellule, échappant à son procès pour trafic sexuel de mineurs. Ghislaine Maxwell, elle, purge une peine de 20 ans d'emprisonnement pour exploitation sexuelle. De nombreuses théories du complot autour du suicide d'Epstein ou encore sur l'existence d'une liste de ses clients influents ont été démenties par le département de la justice. S'il n'y a pas de liste à proprement parler, de nombreuses célébrités apparaissent dans les documents déjà publiés. Woody Allen, Bill Clinton, le prince Andrew et Donald Trump. Et le 12 novembre, des parlementaires démocrates membres de la commission de surveillance à la Chambre des représentants ont publié plus de 20 000 nouveaux documents venant de la famille Epstein. On y trouve de nouveaux échanges de mails, notamment entre le journaliste Michael Wolff et Jeffrey Epstein, où Donald Trump est directement visé. Il savait pour les filles. Il a demandé à Madame Maxwell d'arrêter. Ou encore dans un mail d'Epstein à Ghislaine Maxwell. Je veux que vous vous rendiez compte que ce chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. La victime a passé des heures dans ma maison avec lui et il n'a jamais été cité. Donald Trump continue de nier toute implication dans l'affaire et si son amitié avec Jeffrey Epstein a pris fin en 2004, elle continue d'entacher le mandat du président américain alors que le pays se remet à peine d'une crise politique. Volet politique en France, Cyril Hanouna, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont été aperçus dans une brasserie parisienne en train de dîner ensemble. Sur le plateau de BFM TV, Louis Boyard était face à Daniel Cohn-Bendit. Alors, je suis vraiment pas fan de Louis Boyard, mais il lui a envoyé un petit scud bien placé de derrière les fagots. Est-ce que c'était mérité? Bien évidemment. Et pareil, Cohn-Bendit, on comprend pas pourquoi il est autant invité sur les plateaux. Ça encore, c'est une dinguerie. C'est tout le pays qui a honte du traitement qui est fait par le gouvernement français quant aux Palestiniens. Donc c'est pas ça concerne les Français. C'est en réalité, monsieur, vous êtes l'homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez utilisé un jour le terme grand remplacement. Moi, j'appelle ça un renoncement. Et quand vous avez utilisé le terme grand remplacement. Si. Bah, sur quoi? Si je peux avoir sur Mayotte, monsieur. Si on peut avoir une vérification. Sur Mayotte, non. Attendez. Vous l'avez sur utilisé Mayotte. ce terme ou pas? Alors attendez. J'ai dit quelque chose sur Mayotte. J'ai dit sur Mayotte. Si les gens ont l'impression quand on voit. Alors. Non, je sais pas me tenir. Ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans que je sais pas me tenir. Ça changera pas avec toi. Alors.
C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh, mon petit. Ok, Booba. Mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, on sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Je vais... Jean-Luc Mélenchon, effectivement, personnalité assez rejetée par les Français. Oui, c'est ce qui est dit à chaque fois, et puis on a fait 22% la dernière fois. Et qui fait plus peur que Marine Le Pen. C'est ce que disent vos sondages, hein. C'est comme celui sur les 86% pour le service militaire. La dernière fois, on avait parlé des échanges entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. Il y a une théorie autour de Raphaël Glucksmann, notamment par rapport à une des intervenantes qui était dans le public. Est-ce que ce serait une complice? Est-ce que ce serait une coach à Monsieur Glucksmann? C'est en tout cas ce qui circule dans les médias, des médias qui ne devaient plus faire de politique. Hein. Là, vous allez voir, c'est extrait de l'émission TBT9 présentée par Cyril Hanouna. Normalement, il ne devait plus parler politique. Bon, voilà, il est fait. Donc voilà, en tout cas, cette théorie selon laquelle cette femme est complice de Raphaël Glucksmann, eh bien, prend pas mal d'ampleur sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je vais vous dire la vérité. Alors, sans faire de politique, c'est vrai que la vérité, c'était compliqué pour Raphaël Glucksmann hier. On voyait qu'il ne comprenait rien. On a remarqué que Nelly, il y avait une femme présente dans le public, elle faisait des grimaces. À chaque fois qu'il y avait une punchline, elle était en fait, c'était la seule en surréaction toute la soirée. Bonsoir Nelly Bouet. Vous vivez à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier. Vous êtes une déçue et vous souhaitez demander ce soir à Raphaël Glucksmann si lui pourrait vous réconcilier d'une certaine manière avec les hommes politiques. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. En une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Bon, il s'est fait fracasser toute la soirée, Raphaël Glucksmann, mais fracassé. Et il a jamais une réponse. Non. La réponse à chaque fois, il la disait un monde meilleur, exactement, mais c'est ça. Plein de choses meilleures, lui, qu'on vive tous ensemble. C'est Raël. Voilà. Hier, vidéo sur Jean-Marc Morandini, je vous l'ai dit, le lien est en description, allez voir ça. Donc on va parler pédocriminalité. Le jeu Roblox, qui est un jeu mondialement connu et qui a un public jeune, vient de prendre une décision pour lutter contre la pédocriminalité dans le jeu, parce que oui, les pédocriminels sont partout. Il est 20h, Roblox va bloquer les discussions entre adultes et mineurs pour agir contre la pédocriminalité sur le jeu. Une vérification d'âge via selfie va être mise en place, je vous récap. Alors déjà, si vous ne voyez pas ce que c'est Roblox, c'est l'une des plateformes de jeu les plus populaires au monde, avec plus de 151 millions d'utilisateurs actifs par jour. Sur Roblox, tout le monde peut créer son propre monde, son propre jeu, et y inviter d'autres joueurs. Et donc, concrètement, les joueurs devront désormais prendre un selfie pour estimer leur âge via IA. Un peu comme ce qui a été mis en place récemment sur les sites pornographiques. Et ils seront ensuite répartis dans des chats par tranche d'âge. Par exemple, les moins de 9 ans, les 13-15, les 18-20 ou encore les 21+. À l'heure actuelle, sur Roblox, il existe déjà une vérification pour activer le chat vocal, mais uniquement avec un numéro de téléphone ou une pièce d'identité. Aujourd'hui, le selfie par IA se veut plus restrictif et plus précis. Et, petite précision, ce sera pas obligatoire pour accéder à la plateforme, mais seulement si on veut utiliser certaines fonctionnalités, comme le chat donc. Et dans le communiqué, on lit aussi que les photos ne sont pas gardées et sont supprimées immédiatement après traitement. Bon, et parce qu'il faut savoir que la plateforme a déjà plusieurs fois été accusée de ne pas protéger suffisamment les jeunes utilisateurs des prédateurs sexuels et est visée par plusieurs plaintes. Roblox est par exemple poursuivi aux États-Unis, au Texas, au Kentucky, en Louisiane. Dans chacun de ces États, les procureurs généraux accusent Roblox d'être un terrain de jeu pour les prédateurs, d'avoir sciemment permis et facilité l'exploitation et l'abus sexuel systémique d'enfants, ou encore d'avoir trompé les parents sur les dangers de la plateforme. Et il existe aussi plusieurs plaintes civiles contre Roblox, je vous en cite deux. En Iowa, une adolescente de 13 ans a été kidnappée le 24 mai 2025 après avoir été manipulée par un homme de 37 ans qu'elle avait rencontré sur Roblox et qui l'a violée à plusieurs reprises. Une autre plainte a été déposée le 5 août 2025 dans l'état de Géorgie. Une mère a porté plainte après que son fils de 9 ans a été manipulé par des adultes qui se faisaient passer pour des enfants, lui envoyaient des contenus pornographiques, puis avaient contraint l'enfant à envoyer des images explicites à son tour. En réponse, Roblox a déclaré qu'il disposait de protocoles solides, y compris des contrôles qui permettent aux parents de restreindre la façon dont leurs enfants communiquent et accèdent au contenu. Bon, et pour info, en Europe, Roblox était classé PEGI 7, c'est-à-dire adapté aux enfants à partir de 7
derniers temps, mais depuis 2022, le jeu a la mention Parental Guidance, soit jeu à jouer sous supervision parentale. Et donc cette nouvelle mesure de vérification d'âge par IA dont je vous parle sera donc finalement déployée dès décembre en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Et pour la France, ça devrait être mis en place en janvier. On vous tiendra au courant sur Brut. Les personnes qui souhaitent se lancer sur YouTube, un des plus gros youtubeurs français a des conseils pour vous. C'est Amixem. Alors il a dit des trucs ultra intéressants dans l'interview qu'il a accordée à BFM Business. Il y a notamment un constat qui fait mal mais qui est bien réel, c'est aujourd'hui les très gros youtubeurs mettent beaucoup de moyens pour faire des vidéos et c'est vrai que quand tu arrives comme ça, eh bien c'est compliqué de se démarquer. Ça d'ailleurs c'est valable pour les événements, on a le GP Explorer, Inox qui fait l'Everest, etc. Aujourd'hui le public est habitué à voir des choses exceptionnelles. En tout cas, si vous voulez vous lancer, voici quelques petits conseils d'un des plus gros youtubeurs français. Et en plus de ça, sur YouTube, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'en fait, quand on en parlait tout à l'heure, au tout début, il fallait une webcam à l'ordinateur pour commencer, et on était au même pied d'égalité que toutes les productions disponibles. Aujourd'hui, une vidéo, en moyenne, ça coûte entre 30 et 100 000 euros. Donc, quelqu'un qui commence dans sa chambre ne va pas mettre 30 000 euros et tout miser pour faire une vidéo. Donc, en fait, pour aujourd'hui, et c'est un truc que je regrette, en fait, parce que pour moi, les gros youtubeurs, les vieux, là, on commence à être des dinosaures, il faudrait qu'on soit challengé par des nouveaux arrivants, quoi. Admettons qu'il y ait des jeunes qui ont 13 ans, 15 ans de moins que toi et qui se retrouvent à la même période que quand tu as débuté sur YouTube. Ouais. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner ? En général, ils commencent par ils n'ont pas 30 000 euros pour faire une vidéo ? Effectivement. Ils commencent par les formats verticaux. Donc YouTube Shorts ou côté les autres plateformes, TikTok, etc. Et en fait, tu es vraiment présent sur ces plateformes aussi ? Oui, mais moi, je suis présent par nécessité. Mais vraiment, c'est fou de se dire qu'en quelques années, je suis devenu une sorte de défenseur du 16/9e. Et que le 16/9e, ça devient un truc déjà dans le mode de consommation qui est complètement différent. C'est plus métro, parce que les gens ils scrollent dans le métro. C'est plus transport en commun, c'est canapé télé, quoi. Donc en fait, on se rapproche plus de la télé en étant 16/9e. Voilà. Donc je le fais parce qu'il faut avoir une présence et que j'ai pas trop le choix. Mais je le fais avec plaisir parce que voilà. Donc jeune youtubeur qui débute, vidéo verticale. On commence par des YouTube Shorts et après on passe au 16/9e, ouais. C'est ça. Mais en même temps, je vais me contredire, mais je pense que c'est toujours l'idée qui prime. C'est pas le matériel, c'est pas le prix qu'on met dans la production. Donc une belle idée, ça sera toujours plus fort que tout. Un peu de talent aussi. Je suis pas sûr, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Non, mais je suis né au bon moment, dans une famille remplie d'amour et mais ça faire la liste est longue. Bon, voilà, je te souhaite d'atteindre tes 10 millions d'abonnés, mais tu penses que c'est simplement par la chance qu'on peut avoir 10 millions d'abonnés ? Sincèrement. Après, en fait, le truc, c'est tout à ton honneur d'être plutôt dans l'humilité, mais c'est. J'ai persévéré, mais en fait, la persévérance, elle était un peu. Oui, il faut persévérer pour y arriver. Mais le problème, c'est que quand on aime ce qu'on fait, en fait, la persévérance, elle a un coût tout à fait relatif. Parce que quand on entend le mot persévérance, on se dit faut creuser au fond de la mine. Et j'ai pas eu l'impression de creuser au fond de la mine. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut être passionné. En fait, c'est ça le vrai truc. Plus que talentueux, ou je sais pas, faut être passionné. Et du coup, normalement, quand on est passionné au bon moment, au bon endroit, ça marche. Mais il y a du coup une grosse part de chance. Je serais né 5 ans plus tôt. 5 ans plus tard, peut-être que j'aurais fait autre chose. Le destin aurait été peut-être différent. Et d'ailleurs, autre chose dont vous devez prendre conscience, si un jour vous êtes sur les réseaux et que vous percez, la notoriété, ça n'a pas que du bon. Inox va vous en parler. J'ai été sous surveillance pendant très longtemps, je suis encore. Donc en fait, là, tu vis avec une sécurité. Ouais, toujours. Il y a eu l'épisode du cambriolage. Qu'est-ce qui s'est passé et comment toi, t'as vécu ça ? T'étais où à ce moment-là ? On s'était écrit à ce moment-là. Ouais, on s'était écrit, ouais. Et j'étais, moi, en état de choc et d'inquiétude, quoi. Et quand je voyais la façon dont même la presse en parlait, il n'y avait pas un mot pour ce que tu pouvais ressentir ou ce que tu pouvais vivre. Ouais, c'était compliqué. En plus, c'était juste, on venait de sortir le tome du manga, j'étais un peu dans le jus. Et en plus de ça, il y a ça, tentative de séquestration sur ma famille, quoi. Moi, je fais mes projets, et là, ça touche ma famille, et c'est compliqué, quoi. J'ai dû partir de chez moi, j'ai dû voir avec mes parents comment on allait faire, et il y a eu la sécurité, j'ai été sous surveillance pendant très longtemps, je suis encore. Et tout ça, ça vient avec la notoriété, malheureusement. C'est le jeu. C'est triste et dommage, à part l'accepter, mais faire en sorte de faire attention, mettre des choses en place pour faire attention à ma famille et à moi, je sais pas quoi faire de plus, quoi. Mais c'est vrai que... Donc en fait, là, tu vis avec une sécurité. Ouais, toujours. Alors que toi, tu voulais juste faire des vidéos pour inspirer les jeunes. Ouais. Non, c'est fou, c'est fou. Je reste quand même, malgré tout ce qui se passe,
optimiste pour la suite, optimiste envers les équipes, envers les gens qui m'entourent. Continuons le chemin. On a 23 ans. Il nous en reste des belles années. On a encore pas mal de trucs à accomplir. La sécurité en France, ça c'est un enjeu et ça va sûrement être au cœur des programmes de nos politiques pour les prochaines présidentielles. Et en parlant de présidentielles, il y a peut-être un nouveau candidat, Ilan Castronovo. Voici son programme. Français, Françaises. Comme vous le savez, en 2027, je vais me présenter au présidentiel. Il va m'accompagner dans ce périple. Je vais vous présenter mon programme en plusieurs parties. Pour commencer, je vais augmenter tous les salaires des médecins, infirmiers, policiers, pompiers. Il est d'un ordre obligatoire que tous les métiers utiles à la population soient respectés à leur juste valeur. Il est hors de question qu'une femme qui a OnlyFans gagne plus qu'un médecin qui sauve des vies. Je vais aussi passer le SMIC à 2000 € pour tous les Français. Il sera possible aussi pour les Français de cumuler plusieurs travails. Je veux une France où on peut travailler plus pour gagner plus. Je vais mettre un impôt général. Il y aura 10% qui devront obligatoirement être dépensés en France dans les entreprises françaises. Cet argent-là devra être dépensé dans l'année où il a été gagné. Ça permettra à l'économie française d'être relancée et il y aura d'autres avantages fiscaux pour les sociétés françaises. Il est important qu'aujourd'hui, en tant que Français, nous consommions français. Toutes les entreprises qui embaucheront des SDF ou des personnes handicapées seront exonérées de charges. Les SDF n'auront pas d'impôt à payer jusqu'à qu'ils trouvent un toit, qui favorisera l'embauche aux personnes en difficulté. Il est hors de question que des Français dorment dehors, que ce soit en hiver comme en été. Évidemment, tout ça va coûter de l'argent, donc je légaliserai la beuh et je la taxerai à 200%. De toute façon, elle est présente dans notre pays. En revanche, je durcirai les contrôles routiers. Il est hors de question que certains Français ou Françaises perdent la vie à cause de personnes qui utilisent de la beuh, exactement comme l'alcool au volant. Avec ma première dame, nous allons retrouver une France libre, égalité et fraternité. Vive la France et vive la République. Français et Françaises, chers concitoyens, je vais vous dévoiler la partie 2 de mon programme présidentiel. Toutes les femmes de ce pays vont pouvoir se faire rembourser serviettes hygiéniques et tampons par la sécurité sociale. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'elles doivent payer, sachant que ce n'est pas de leur faute, les ragnagnas. Je vais rendre obligatoire pour les grandes entreprises alimentaires de se servir chez nos agriculteurs. Ça permettra à nos agriculteurs de mieux vivre en France. J'enlèverai toutes les taxes dues à l'écologie sur les voitures de sport. Je veux que la France devienne le pays de l'automobile. Je vais nommer 2 villes en France qui deviendront un paradis fiscal. Pour les résidents étrangers de Cannes et Saint-Tropez qui ont une entreprise avec plus de 2000 employés seront exonérés d'impôts pendant 5 ans. Ça permettra aux entreprises étrangères de venir s'incorporer en France. Avec ma première dame, nous allons retrouver une France libre, égalité et fraternité. Vive la France et vive la République. Si ça se trouve, ça serait pas pire que ce qu'on a actuellement et pas pire que les candidats qui vont se présenter. À 2 doigts de voter Ilan. Sarah Frézou continue de se prendre un pressing intense sur les réseaux. En fait, ce que je comprends pas avec cette fille, c'est qu'elle en a marre des réseaux, du jugement des autres. Elle passe son temps à faire des lives. En plus, son copain l'aide pas du tout, vraiment. Ce que les gens ont pas compris, c'est que son mec dit « Ouais, elle boit, elle fume, elle fait ce qu'elle veut, je regarde pas. » T'as raison, t'intéresses pas à ta meuf. Pourquoi t'es assis là? Allô? Va travailler. Voilà, t'es jeune encore, ne te marie pas encore. Non, moi je n'estime pas être jeune. Après, je n'ai pas dit que j'allais me marier tout de suite non plus. Mais ça va. Ça te dérange? Elle fume et elle boit. Non, je sais pas ce qu'elle fait, ça me regarde pas, elle fait ce qu'elle veut. C'est mieux parce que tu là. Non, c'est très bien justement, parce que vu que t'es en décliné, bah, ça met plus de tension au niveau de la ceinture abdominale. Mais fais-en 8, fais 4 en 8, c'est assez. Les ancêtres, les Chouhada, pensent quoi d'une femme qui fait des vidéos bizarres? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est la honte de venir commenter ça, sérieusement? Il a... Bah alors, Sarah ne dit pas qu'elle fait des choses dans le halal alors. Elle dit ce qu'elle veut, Sarah. T'as plein de trucs à voir, à 25 ans, t'es encore jeune. Bah en fait, à partir du moment où tu vois, Mimi c'est pas méchant, mais tu connais pas ma vie, tu peux pas me dire que t'as plein de choses à voir, parce que tu sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Il kiffe Sarah. Il kiffe Sarah, il kiffe Sarah. Elle a arrêté, regarde, ouais, elle est en temps de repos. C'est ouf, hein. Machallah, vous allez bien ensemble. Merci, c'est gentil, Steph 60. Pourquoi t'es assis là? Allô? Va travailler. Ouais. Ouais. Let's get it. Let's get it. Ouais, ça va un truc sport. Ça, c'est du ratalage. Tu vas parler à ton téléphone? C'est ce téléphone.
Je vous embarque avec moi. Très gros clash dans l'émission 4 mariages pour une lune de miel entre deux mariés juges. Alors, je vous avoue que c'est une émission que j'ai jamais compris. En fait, je comprends pas comment le jour le plus heureux de ta vie, tu vas le partager avec des inconnus qui vont tout critiquer. Bon, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, les deux se sont démolis en plein mariage. Alors, c'était pas l'heure, bien évidemment. Si bien qu'un des deux est parti. Suive ton ami, en fait. Jimina, on a mangé à ton mariage, c'est pareil. Alors c'est ta plat que t'as jamais... j'en mange chez moi. Tu n'as jamais mangé ça de ta vie, arrête. Les plats que t'as mangé à mon mariage, tu n'as jamais mangé de ta vie, alors arrête. T'as fait une découverte. Une découverte de quoi? Une découverte de quoi? Mais attends, mais dis-moi ce que j'ai découvert. Alors, tu mangeais du café? J'en ai jamais mangé parce que j'aime pas. Essaye. Parce que j'aime pas. Faut arrêter. Mais me dis pas que c'est un truc que tu peux pas manger. Mais arrête. Je pouvais plus. Et je pouvais plus. Surtout quand tu critiques alors que dans ton mariage, c'était pire. Non. C'est ton plat que tu peux faire chez toi, t'as fait ta fondue. Arrête. Non, je suis pas d'accord avec toi. Attends, t'as craqué ou quoi? Ok. N'importe quoi. C'est fini, moi je me cache, mes affaires, je me casse. En ce moment, le divorce entre Thibaut et comment elle s'appelle? Jessica fait beaucoup parler, voilà. Il y a une autre personne qui est venue se greffer à tout ça, c'est Shana, qui est l'ex de Thibaut. Et elle, avec Thibaut, eh bien, elle a des problèmes d'argent puisqu'ils avaient une société ensemble, fut un temps. Elle a pris la parole sur les réseaux et on a l'impression qu'on est presque dans une arnaque. On sait pas trop tous les tenants et les aboutissants, mais je vous laisse écouter. Vous allez bien, les amis? Je démarre pas bien ma journée. Je suis épuisée. Je suis fatiguée psychologiquement. Vous savez, la charge mentale des mamans, je pense qu'on est au courant. Tous les jours au quotidien, c'est pas facile. Et quand il y a des choses qui se rajoutent, surtout quand t'es dans l'émotion, que t'es impulsive et tout ça, c'est dur à gérer, tu vois. Et moi, il y a des choses vraiment... Je suis épuisée par la situation. Je suis peinée et je vois pas d'échappatoire, je vois pas d'issue. Cette histoire où on me doit de l'argent, je n'en peux plus. J'ai tout essayé. J'ai essayé le silence pendant des années. J'ai essayé de prendre un avocat, de passer par la justice. J'ai essayé de passer par la manière la plus simple, c'est-à-dire de contacter la personne en direct, d'essayer de communiquer avec. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai marre. Je suis face à quelqu'un, putain, qui a imbu de sa personne, qui n'en peut plus, qui pense qu'à sa gueule. D'accord, il y a des soucis, je peux comprendre. Et moi-même, pour les soucis qu'ils ont sur les réseaux sociaux, j'arrive à avoir de la peine. J'ai envie de me frapper des fois. Je te dis, les gens t'ont fait du mal de ouf. Oui, les gens, là je dis bien les gens. Parce qu'il y a des choses que vous savez pas. Il y a le pro et le perso. J'ai toujours parlé du pro, moi. Et là, je suis en train de me dire, je suis à deux doigts de me dire, franchement, qui s'étouffe avec son argent. Et tu sais quoi, c'est bon, je suis fatiguée, je crois que je vais arrêter ce combat parce que la vérité, ça mène à rien. Et moi, je me nique la santé. Il n'y a pas d'autre mot. Je me nique la santé. Je suis épuisée. Vous vous rendez compte que je suis en train de parler à quelqu'un que j'ai connu, d'accord? Aujourd'hui, je suis maman, je suis mère de famille. Mon chéri, il subit aussi la situation. Et je suis face à un mur, en fait. Je suis face à quelqu'un qui me demande de patienter. On est rentré en contact. Sa réponse, c'est « Je veux bien qu'on s'arrange, mais il faut que tu patientes. » Il faut que je patiente qu'avec des paroles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a trahi, parce que vraiment, vous connaissez pas tout, qui m'a trahi, qui m'a eu au niveau de l'argent. Genre, j'ai signé des trucs, j'aurais pas dû, tout un tas de trucs. Ah, il y a des choses qu'il a bien fait. Mais alors, il y a des choses, c'est une cata. Et aujourd'hui, cette personne-là, en qui j'ai zéro confiance, me dit, bah en fait, tu dois patienter avec des paroles parce que moi, j'ai des choses à régler. Je suis fatiguée, les amis. Vous savez, des fois, faut se dire que la vie, c'est comme ça. C'est pas juste. La vie, elle est pas juste parce que là, vraiment... Qu'est-ce que je te dise? Il y a une autre personne qui a décidé de parler sur les réseaux sociaux, c'est Sadek, et il a parlé de Werenoi, mais surtout de son producteur Babs. Apparemment, l'histoire, elle est très complexe. Alors, c'est complexe, mais encore une fois, c'est une histoire d'argent. Alors, attention, je dis pas que Sadek dit la vérité. Honnêtement, je connais pas toute l'histoire, mais voilà, c'est juste sa version. Il est maître de ses propos. Il recommence à se rapprocher de moi pour qu'on casse ce contrat qui a été fait, qui était un contrat frauduleux. Moi, j'ai tous les contrats signés, la justice française prend énormément de temps, et donc à un moment, je n'ai absolument pas besoin de cet argent, et je préfère juste que la vérité éclate, quitte à ce qu'on me dise oui, mais les clauses de confidentialité et tout. Non, il y a un moment où il faut parler. Et donc, Babs c'est complètement gavé, mais quand je vous dis gavé, c'est gavé. Hein. Voilà, pour les gens à qui il doit de l'argent, on parle de 10 millions d'euros qu'il a arraché à Werenoi.
en signature avec Henri Jamais de chez Believe, Romain Vivien, patron de chez Believe, qui sont au courant et qui vont tomber au pénal parce que ce qu'ils ont fait, c'est totalement frauduleux. Ah ouais, on parle français là, les gars. Et donc, il a exploité cet artiste pendant une période de 3 ans sans même jamais faire un check-up de santé ou quoi que ce soit qui a un rapport avec ça. Il faut savoir quelque chose, aujourd'hui la famille ne veut pas que ce reportage sur Netflix sorte. D'ailleurs, ils ne sont en aucun cas rétribués sur toute l'œuvre de l'artiste, ce qui n'est pas normal du tout. Et il y a des histoires bizarres avec une fille qui s'appelle Fatima où moi je crois personnellement à son innocence parce que quand on vole de l'argent et qu'on est à Dubaï, quel moment on rentre en France à l'enterrement et on se présente dans une chicha où on est convoqué pour se faire tabasser, ça me paraît un petit peu bizarre tout ça. Donc je vous demande de faire appel à votre bon sens et je demande surtout aux nouveaux artistes de ne jamais aller avec ce producteur en carton qui n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit, à part être un homme de paille, et qui d'ailleurs a utilisé l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, pour réussir à ressortir des sons qui n'ont pas fonctionné par la suite. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la dernière partie du reportage d'Off Investigation sur Jean-Marc Morandini. Allez check ça, le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin. Ah, soyez là aussi demain soir sur Twitch à partir de 21h30. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse.